bonsoir à tous. Donc, au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre des Gobelins qui accompagne, et ces rencontres accompagnent l'exposition de Palais disparus à la Galerie des Gobelins. Et aujourd'hui, on aborde un des sujets essentiels, vraiment, je pense vraiment très important dans l'exposition et pour l'époque, c'est la question du textile décoratif et en particulier le textile décoratif sous l'Empire, d'où le titre L'Empire en soi, avec plusieurs jeux de mots, et la couleur en fait, puisque pour ceux qui ont vu l'exposition, ont peut-être découvert ou redécouvert que l'époque napoléonienne était une époque colorée, même si elle était accompagnée de nombreuses batailles et de nombreuses guerres. Donc ce soir, deux éminents spécialistes de ce sujet. À ma droite, on va commencer, Muriel Barbier, qui est de la maison, et diplômée du 3e cycle de l'école du Louvre et de l'Institut national du patrimoine, conservatrice ou conservateur en chef du patrimoine, responsable des collections textiles et chef de service de l'inspection des collections au Mobilier national. Et elle a été notamment en poste au Château des Couhans, au Musée du Louvre, au Musée Lorrain de Nancy. Muriel Barbier a participé à de nombreuses expositions, dont Palais disparus, dont elle va nous parler, mais aussi autour du théâtre de la Renaissance, ou en 2018, ou encore Être et paraître la vie aristocratique au XVIIIe siècle, ou enfin la musique de la Renaissance. Je lui cède la parole tout de suite pour nous présenter l'Empire en soi. Bien, bonsoir à toutes et à tous. L'idée de cette intervention autour de la soie et des soieries empire est née évidemment dans le travail sur l'exposition Palais disparus dont vient de parler Marc Bayard et que vous pouvez encore voir jusqu'au 16 janvier 2022 à la Galerie des Gobelins, car je me suis aperçue d'un a priori dans nos esprits à tous, je crois, qui rattache le Premier Empire à des couleurs qui sont plutôt le vert sapin et le rouge cramoisi. C'est un petit peu l'idée qu'on a de l'Empire, quelque chose qui est dans ces tons-là. Or, lorsqu'on se plonge à la fois dans les registres d'inventaire ou dans les collections textiles, lorsqu'on étudie un petit peu les ameublements, on s'aperçoit assez rapidement que cette idée est relativement fausse. Et donc, nous voulions partir nous voulions réparer ce préjugé. Alors, ce préjugé, je pense qu'il vient surtout des portraits du premier consul Napoléon Bonaparte, qui devient ensuite Napoléon Ier empereur, et cet a priori vient aussi des uniformes officiels, que ce soit les uniformes des officiers de la maison de l'empereur ou des uniformes militaires. Et c'est vrai que l'iconographie impériale nous montre beaucoup de personnes vêtues en cramoisi ou en vert dans des décors qui associent le cramoisi et le vert. Et j'en veux pour preuve donc ce portrait de Napoléon Bonaparte, encore premier consul, qui est conservé au château de Versailles par Greuze, où on le voit effectivement avec ce qu'on appelle un juste au corps, qu'on appellerait aujourd'hui une veste donc de couleur rouge. À côté de lui, une table couverte d'une nappe en velours vert, donc cette gamme que l'on a tendance à associer à l'Empire. Autre exemple, ce portrait de Napoléon Ier par Robert Lefebvre, également conservé au château de Versailles, où la gamme colorée est aussi dans le vert sapin et le rouge cramoisi. Mais donc, comme je l'indiquais, l'Empire et d'ailleurs déjà le consulat sont baignés dans des couleurs extrêmement vives et variées, et justement les années 1800-1814, qui sont les années qui nous concernent pour le sujet de ce soir et pour l'exposition Palais disparus, ont été d'une très riche diversité et inventivité, tant dans le domaine du coloris que dans le domaine des motifs, dans l'ameublement et le décor intérieur. Cette richesse de coloris, elle se manifeste certes dans le textile, mais on la retrouve également dans le choix des essences de bois exotiques au départ, puis bois indigènes, que ce soit les ronces, les loupes d'orme, l'érable, etc. Donc c'est une diversité colorée qui
qui est commune à d'autres univers. Avant de rentrer dans le détail des étoffes, je voulais vous lire quelques extraits de registres d'inventaire ou de description pour vous plonger d'abord dans l'univers très poétique de la couleur sous l'Empire, qui est réellement une fête. Cette couleur, elle est mentionnée par des termes d'abord assez simples, comme orange, mais on trouve des noms de fruits comme abricot. Et puis on voit emprunter des termes qui sont plutôt ceux du monde animalier ou du monde végétal, moins communs encore sous le Consulat et l'Empire, comme la couleur chamois, la couleur jaune serein. Donc on imagine bien ce jaune de l'oiseau qui est le serein, le gris de lin, l'amarante, la boue du Nil ou terre d'Égypte, qui nous renvoie plutôt aux couleurs, qui nous renvoie plutôt à l'histoire proche de Bonaparte et à la campagne d'Égypte. Donc des couleurs qui, rien que dans leur nom, peuvent déjà paraître audacieuses. Et donc ces tons à la mode se retrouvent aussi dans les intérieurs de la haute société parisienne, ainsi chez la maréchale Lannes en 1809, dont on peut penser que l'ameublement date de 1805, se trouve dans son boudoir, et je cite, « une bergère, 4 chaises, un divan, 4 carreaux, recouvert de gourgourans rayés couleur carmélite et un petit tabouret pareil, la tenture et les 2 rideaux de croisée taffetas couleur carmélite avec des bordures assorties. » Et là on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette couleur carmélite ? Eh bien, c'est une couleur marron clair que l'on trouve déjà dans les robes de Marie-Antoinette. Donc c'est une couleur qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle et qui continue d'être en usage à la fois dans la mode et dans l'ameublement au début du XIXe siècle. Et d'ailleurs, toutes ces couleurs un peu audacieuses, elles sont déjà présentes en filigrane, si je puis dire, sous le règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Au château de Maison, toujours chez la maréchale Lannes, on voit un canapé, 2 bergères et 6 fauteuils de bois d'acajou à figure, couverts couleur noisette. Donc là aussi, c'est une teinte un peu marron, donc noisette, on arrive à peu près à se le figurer. Et donc ces couleurs, rien que par leur dénomination, ont quelque chose d'attrayant, de poétique, que l'on va retrouver dans le visuel. Alors, après cette petite introduction sur la terminologie, je vous propose de parcourir les réalisations textiles des 3 palais qui sont le sujet de l'exposition. D'une part, le palais de Saint-Cloud, mais je vais surtout vous parler des couleurs du Saint-Cloud rêvé qui n'ont pas forcément été posées à Saint-Cloud, mais qui nous montrent un univers extrêmement riche, et donc Camille Pernon est à l'origine. Puis j'évoquerai les couleurs plus solennelles des Tuileries, et je terminerai par l'aspect très audacieux des couleurs et des motifs utilisés au palais de Saint-Cloud. Alors au palais de Meudon, pardon. Pour parler de Saint-Cloud, pour commencer avec Saint-Cloud, il est important de revenir sur le passage que Napoléon Bonaparte, encore premier consul, fait à Lyon en 1802. Pour mémoire, Bonaparte avait imaginé un temps faire de Lyon la capitale de l'Empire français, ce qui ne se fait pas. Et il fait de nombreux voyages à Lyon, dont un en 1802. Et ce voyage de 1802, il est extrêmement important pour l'histoire de la soierie lyonnaise, puisque Bonaparte rencontre Camille Pernon qui a commencé sa carrière sous l'Ancien Régime, qui est un très grand soyeux lyonnais, et qui fait part à Bonaparte de l'état de grande difficulté dans lequel se trouvent les soyeux lyonnais qui viennent de traverser les épisodes révolutionnaires et qui ont perdu la plupart de leur clientèle et se trouvent les métiers à l'arrêt. Et quand les métiers sont à l'arrêt à Lyon, ça veut dire que tout un écosystème est en souffrance, puisque derrière, il y a l'intégralité du bassin rhône-alpin, avec la sériciculture, le filage de la soie, et évidemment donc, les canuts, les tisseurs, et tous les métiers qui gravitent autour, donc les teinturiers, les ennoblisseurs, etc. etc. Alors pour revenir à notre sujet, donc le premier consul comprend très bien cette difficulté et souhaite encourager donc les manufactures lyonnaises. Et pour ce faire, il commande à Camille Pernon
par l'intermédiaire du garde-meuble, un ensemble de 9 meubles textiles, donc 9 ensembles textiles pour meubler des pièces, à partir de 1802. Cet ensemble, entièrement confié à la maison Pernon, nous dessine un univers qui devait être celui du palais de Saint-Cloud, dans l'esprit de Bonaparte et du garde-meuble, un univers donc qui montre un Camille Pernon encore très marqué par l'esprit de Jean Démosthène Dugour qui était un ornemaniste de la fin du XVIIIe siècle, qui avait donné d'ailleurs de nombreux dessins d'étoffes, des dessins de meubles également. Et donc on trouve une continuité dans les motifs et probablement dans les coloris continuité qui est néanmoins dépassée par Camille Pernon, avec des choix de contraste probablement plus forts que ce qui se faisait à la fin du XVIIIe siècle. Alors pour voir un petit peu des images, à l'écran, ça apparaît bien, oui. À l'écran se trouve un lait de tenture tissé initialement pour le grand salon de Joséphine Bonaparte au palais de Saint-Cloud, et qui a finalement été achevé en 1805. L'intégralité du décor textile est achevée en 1805. Donc, comme Bonaparte et Joséphine souhaitaient habiter très tôt le palais de Saint-Cloud, le textile est finalement livré au garde-meuble sans être posé, puisqu'on a posé entre-temps des étoffes unies dans les appartements de Joséphine et de Napoléon Bonaparte. Donc cette étoffe sera finalement employée en 1808 au palais des Tuileries. C'est la raison pour laquelle je vous disais que cette commande de 1802 passée à Camille Pernon est une sorte de Saint-Cloud rêvé qui nous donne une idée de ce que devait être Saint-Cloud, mais qui finalement ne verra jamais le jour sur le site de Saint-Cloud. Donc, il s'agit là d'un un damas bleu. Donc, vous avez déjà un premier motif en ton sur ton qui est obtenu grâce au damas, broché de fils d'argent. Et cette association bleu et argent est d'une extrême subtilité, avec des motifs de palmes, de couronnes de lierre, de couronnes de myrte, qui participent à l'ambiance poétique et sans doute parfumée des appartements de Joséphine. Les motifs qui sont brochés argent sont par ailleurs soulignés par un bleu beaucoup plus profond qui donne cet effet de relief au motif argent et qui permet d'insister sur le contraste entre le damas et les fils d'argent. Alors, autre étoffe commandée pour le palais de Saint-Cloud, il s'agit donc de l'étoffe faite pour les sièges de la chambre de Joséphine au palais de Saint-Cloud, qui finalement étoffe elle non plus pas posée à Saint-Cloud, mais employée pour une certaine quantité au palais de Compiègne, au palais Rohan à Strasbourg, et donc dans différentes autres résidences après le tissage, donc dans les années 1806, et elle est encore employée jusque dans les années 1811. Donc là, il s'agit là aussi d'un motif qui est encore très marqué par le goût de Dugour, avec ses grandes frises de grec, ses couronnes de mitre et de laurier. On retrouve également le motif de l'étoile qui vient ponctuer régulièrement les créations de Camille Pernon, et qui se détache ici en couleur or sur un fond violet. Alors je ne sais pas comment ça passe à l'écran, mais c'est peut-être très éclairé. Oui, alors je ne sais pas si on peut baisser un petit peu l'intensité de la lumière. Le violet, vous pouvez aller l'admirer d'ailleurs dans l'exposition. Le violet peut passer sur les laits d'étoffe conservés au Mobilier National. C'est mieux là? Oui, parfait. Alors sachez que ce violet est un petit peu passé, c'était sans doute un violet beaucoup plus soutenu qui a malheureusement, qui s'est un petit peu décoloré avec le temps, mais c'est tout à fait normal. Dans les couleurs très vives qui existent dans cette commande de 1802 tissée par Pernon pour Saint-Cloud, il y a une tenture complète destinée à la chambre de Joséphine. Alors là, précédemment, vous avez vu l'étoffe
celle-ci. L'étoffe à frise de grec, c'était pour les sièges de cette chambre, et la tenture était soulignée par une bordure à fond ponceau. Le ponceau, normalement, c'est une couleur un peu coquelicot. Là, elle est plutôt rose, très soutenue, mais on peut avoir des dégradés de ponceau très variés en fonction du bain de teinture dans lequel on plonge les fils. Et ces bordures ponceau étaient ponctuées par des écoinçons de tenture, dont vous voyez un exemplaire à l'écran, à couronne de fleurs brochées or. Cet écoinçon de tenture-ci n'a jamais été monté, donc on a la chance d'avoir au Mobilier National des pièces d'étoffe à l'état neuf qui n'ont jamais été employées par le garde-meuble. C'est majoritairement ce que je vous montre ici. Cette je ne sais plus où j'en suis, pardon. Oui, cette étoffe était était complétée dans l'appartement de Joséphine par d'autres tentures assez étonnantes et que l'on qualifierait aujourd'hui de très modernes dans leur dessin. C'est le cas de cette bordure, enfin de ce lait de bordure d'encadrement pour un panneau de tenture du petit salon de l'impératrice au palais de Saint-Cloud. Donc c'est toujours tissé par Pernon à partir de 1802. Et là, je vous montre un lait qui n'est pas découpé, donc là aussi un lait d'étoffe à l'état neuf, mais il faut imaginer que les tapissiers venaient ensuite découper le lait en suivant la frise de grec qui fait comme des lambrequins, et donc qui donnait cet effet un peu festonné à la bordure de tenture, et soulignée elle-même par ces motifs de grec. Donc ces motifs de grec étaient quand même relativement présents dans la commande passée à Pernon pour le palais de Saint-Cloud. Alors, parmi les ensembles extrêmement originaux de cette commande de Saint-Cloud, il y a le meuble textile destiné à la salle des ministres du consulat, là encore non posé sous le consulat, mais utilisé finalement en 1807 pour le premier état de la salle du trône de Napoléon au Palais des Tuileries. Donc c'est un meuble qui a aussi trouvé sa destination aux Tuileries alors qu'il était destiné à Saint-Cloud. À l'écran, vous pouvez voir l'étoffe de siège avec ce motif en losange formant comme un grand quadrillage rempli par des fleurons très stylisés, des petites palmes très stylisées également. Donc tout ça broché or sur un fond couleur terre d'Égypte, donc cette couleur qui rappelle les campagnes de Bonaparte et qu'on aurait pu aussi appeler tabac d'Espagne. C'est un nom de couleur qui s'approche également de ces brins presque orangés, enfin une couleur très 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 chaude. Et alors, cette couleur terre d'Égypte ou tabac d'Espagne devait être associée à des bordures de tenture bleues et brochées or avec un fin liseré de feuilles de lierre sur fond terre d'Égypte ou tabac d'Espagne. Donc on avait cette bichromie assez audacieuse à nos yeux du XXIe siècle qui associait donc le terre d'Égypte à un bleu presque turquoise, permettant aux rameaux de laurier et aux branches de chêne de se détacher couleur or. Alors, il vient le temps maintenant de s'arrêter sur un épisode que j'allais dire tragique, mais essentiel et douloureux, oui, pour l'histoire de la soierie Empire, ce que l'on a appelé l'affaire Pernon. Dans la grande commande de Camille Pernon se trouvait le meuble textile pour le salon bibliothèque du premier consul à Saint-Cloud. Meuble textile qui reste celui du grand cabinet de l'empereur au palais de Saint-Cloud, puisque le cabinet bibliothèque devient cabinet de l'empereur, pièce centrale dans la vie de cour sous le Premier Empire, puisque c'est dans cette pièce que Napoléon pouvait réunir son gouvernement, prenait des actes importants de l'histoire politique. Et Pernon avait réalisé pour cette pièce un damas à la palme, un damas vert que vous voyez à l'écran, pour la tenture murale, tenture soulignée par des bordures couleur ponceau, donc cette couleur coquelicot que j'évoquais tout à l'heure, dont vous voyez également un exemple à l'écran. Donc là, vous avez la bordure montante de tenture. Les bordures traversantes présentent les feuilles de laurier dans un autre sens. Et donc, on avait une alternance de ce vert avec un ponceau.
Donc le tissage a lieu entre 1802 et 1806, tout ça est posé à la fin de l'année 1806, et malheureusement, au bout de quelques mois, le vert et le ponceau passent complètement, le vert devient très terne, virant presque au bleu pâle, et le ponceau vire au rose, ce qui déplaît évidemment à l'empereur. Donc l'empereur s'en plaint au garde-meuble, qui lance une enquête pilotée par le chimiste Berthollet et par Jean-Louis Roard. Jean-Louis Roard qui est un grand nom chez nous à la Manufacture des Gobelins, puisqu'il s'agissait du directeur de l'atelier de teinture des Gobelins. Les deux hommes qui sont d'éminents chimistes et des grands spécialistes de la teinture se rendent à Lyon, mènent l'enquête, et leur enquête aboutit à la conclusion qui est la suivante. C'est le teinturier auquel Pernon a fait appel qui a fourni des teintes en faux teint, en mauvais, donc des teintures peu résistantes qui ont entraîné donc cette décoloration. Donc l'affaire dure assez longtemps, hein, c'est pratiquement 2 ans, et malheureusement Pernon meurt en 1808. Certains disent des suites de cette affaire qui l'ont épuisé, mais il avait sans doute déjà un peu une santé fragile. Néanmoins, cette affaire Pernon donc, se conclut par la grâce de Pernon et l'accusation du teinturier. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'à partir de là, le garde-meuble décide de contrôler les teintes utilisées par les soyeux lyonnais pour toutes les commandes qui sont passées à Lyon par le garde-meuble. Et pour ce contrôle, il est demandé à Jean-Louis Roard, d'une part, d'envoyer la liste des matières tinctoriales à utiliser, et surtout, donc, il leur envoie des écheveaux teints dans les cuves de l'atelier de teinture des Gobelins qui doivent servir d'étalons. Et d'autre part, en sens inverse, les soyeux lyonnais doivent envoyer à Jean-Louis Roard les premiers fragments de tissage qu'ils ont effectués pour le garde-meuble de la couronne, et Roard se charge de les tester. Les tests sont des tests à la lumière et aux intempéries. Donc on expose dehors pendant 1 mois, sous la pluie, le vent, le soleil, les étoffes pour voir comment elles résistent. Et si elles passent ce test, eh bien les tisserands, les soyeux lyonnais peuvent lancer l'intégralité de la commande sur métier. Donc ça a été un moment cette affaire Pernon a été un moment essentiel dans l'histoire de la soierie lyonnaise, puisque ça a vraiment permis de renforcer la qualité des teintes, sans doute à un moment d'ailleurs où, suite à la Révolution française, les savoir-faire s'étaient peut-être un peu perdus. Et d'autre part, c'est un acte assez important de la part du pouvoir central, donc du garde-meuble, qui s'immisce dans les processus de fabrication de sociétés privées, puisque les manufactures lyonnaises, elles ne sont pas rattachés au garde-meuble. Ce sont des fournisseurs, mais ils ont bien une autonomie. Donc c'était vraiment un acte très fort pour s'assurer de la qualité des étoffes livrées au garde-meuble pour meubler les palais de l'empereur. Alors, néanmoins, le grand cabinet de l'empereur au palais de Saint-Cloud reste tendu de cette étoffe assez longtemps, et même jusqu'au début de la Restauration. Donc on reste avec ces étoffes un petit peu décolorées. Donc les suites de l'affaire Pernon ont été essentielles, et je vous propose maintenant de nous lancer dans ce qui était prévu pour le palais des Tuileries. Au palais des Tuileries, on trouve également des couleurs particulièrement tranchées. Évidemment, comme vous l'avez compris, de nombreuses étoffes tissées pour Saint-Cloud sont finalement utilisées aux Tuileries, mais des commandes dédiées avaient été passées pour le palais des Tuileries. Après 1808, les choix d'étoffes pour le palais de Saint-Cloud reflètent un glissement vers plus de majesté, majesté qui s'affirme justement aux Tuileries, et on tisse justement dans des couleurs assez denses, avec un répertoire décoratif qui bascule vers ce que l'on a tendance à appeler l'empire triomphant, où l'on va voir de plus en plus les emblèmes impériaux s'afficher, l'aigle, les abeilles, le foudre de Jupiter. Et l'on a par ailleurs donc
tenté d'autres commandes donc pour les pièces officielles de l'appartement de l'empereur au palais des Tuileries. Alors, suite à l'affaire Pernon que je viens d'évoquer, il est demandé un nouveau meuble pour le grand cabinet de l'empereur au palais de Saint-Cloud, mais qui finalement n'a pas été posé au palais de Saint-Cloud, mais à nouveau aux Tuileries. Alors c'est ce que vous voyez à l'écran, donc une partie de ce velours chiné a été tissé par Pernon à partir de 1804, finalement employé qu'à partir de 1810. J'espère que je ne vous perds pas, parce qu'en fait c'est un peu... je ne vais peut-être pas rentrer dans trop de détails de date, parce que bon, entre la commande, les lieux de pose, c'est un petit peu compliqué. Bon, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ici ce velours chiné qui joue sur les effets de cramoisi tirant vers presque un bordeaux violacé. Donc là aussi des maîtrises de teintes qui sont assez poussées et qui montrent une véritable expertise dans le choix des coloris et dans la maîtrise des cuves. Et sachant que pendant toute la période du consulat et de l'Empire, pour les teintes rouges, cramoisies, qu'elles soient très claires, ou même pour le ponceau, c'est encore de la cochenille que l'on utilise. Donc on est vraiment sur des teintes naturelles. On commence les essais chimiques à la fin de l'Empire, dans les années 1810. Alors c'est probablement aux Tuileries, dans l'appartement de Joséphine puis de Marie-Louise, donc dans l'appartement de l'impératrice, que les couleurs sont les plus vives et les plus tranchées. Vous voyez par exemple cette étoffe tissée pour le premier salon de l'impératrice au palais des Tuileries est bien posée dans ce salon. Le tissage a commencé en 1808. Donc vous voyez le lait de tenture murale, donc ces sortes d'étoiles stylisées sur fond bouton d'or. Et là, le rouge des étoiles, c'est le rouge que l'on appelle amarante, donc qui est aussi obtenu grâce à la cochenille, mais qui tire légèrement vers le brun. Et sur la droite de l'écran, la bordure de tenture qui est brochée chenille. Donc le chenille, c'est un petit fil un peu duveteux qui donne cet effet velouté à ces motifs, à cette frise très, très antiquisante de palmettes, de rinceaux végétaux qui vient se détacher sur un fond bouton d'or ou jonquille. Les deux termes se trouvent dans les inventaires. Alors, parmi les aménagements importants qui ont lieu au palais des Tuileries et qui montrent là aussi des couleurs très tranchées, il y a le pavillon de Marsan, qui abrite aujourd'hui le musée des arts décoratifs, donc tout au bout de la grande aile qui est le long de la rue de Rivoli. Et ce pavillon de Marsan est aménagé pour recevoir les appartements des enfants de France. Donc et c'est là que se trouveront les appartements du roi de Rome, donc après sa naissance en 1811. Mais et donc en 1811, mais dès 1808, on commence à réfléchir à l'aménagement d'appartements pour la filiation rêvée par Napoléon. Voici l'étoffe tissée pour le grand salon de l'appartement des enfants de France au palais des Tuileries, donc avec ces teintes qui oscillent entre le ponceau, le cramoisi. On a vraiment toute une gamme de teintes rouges qui se déploient dans un effet de camailleux très subtil autour de ce bouquet de fritillaires, donc variété non, les fritillaires, j'allais dire une variété de lys, mais non, c'est pas, c'est une fritillaire, autour de cornes d'abondance et de feuilles de laurier. On trouve assez fréquemment ce motif de fritillaire dans les étoffes de l'Empire. Par ailleurs, donc dans le pavillon de Marsan se trouve également un grand salon intitulé le Salon des exercices, dont les étoffes sont réalisées par la manufacture Chuard et compagnie. Vous voyez à l'écran, donc ça c'est vraiment intéressant, c'est une pièce là aussi à l'état neuf, où l'on voit la fin de pièce en partie inférieure. J'espère que ça se voit de là où vous êtes, parce que vous avez l'indication fabriquée au régulateur par Chuard à Lyon. Le régulateur, c'est une des inventions techniques qui se développe sous l'Empire. C'est une invention qui est développée par la maison du Tilleux et qui
permet d'avoir des dessins, qui permet de régler le métier et d'avoir un dessin qui est toujours identique d'un lait à l'autre, ce qui permet d'avoir, lorsqu'on place les laits les uns à côté des autres sur une tenture par exemple, le raccord de dessin se fait parfaitement sans décalage. Donc par ailleurs, donc on est là sur des camailleux de verre avec des effets chenilles au niveau, alors je ne sais pas si la petite flèche se voit, non, ça ne voit pas, c'est pas grave. Alors au centre de la couronne de fleurs, vous voyez une sorte de petit losange dans lequel se détache une coupe à l'antique qui elle-même est sur un fond chenille, donc vous avez un vert plus foncé avec ce fil chenille qui donne un effet velouté ponctuellement sous la coupe et sous le papillon. Donc il faut imaginer qu'il y a tout un effet de relief que l'on ne perçoit pas forcément à l'écran, mais que l'on voit très bien dans l'exposition où vous pourrez vous rendre à nouveau demain par exemple. Ce lait d'étoffe était destiné à la tenture murale et la tenture était accompagnée de bordures comme il se doit. Vous voyez à gauche de l'écran les bordures de la maison Chuard qui sont sur un fond satin vert qui scintille, brochées de multiples couleurs, du rose, du bleu, du cramoisi, donc de toutes ces fleurs que l'on retrouve dans l'étoffe de tenture elle-même. Et à côté, il s'agit d'un damas vert qui reprend exactement le motif de la tenture murale, mais cette fois-ci pour les rideaux de ce salon des exercices, donc qui était un grand salon de l'appartement dans lequel le roi de Rome pouvait peut-être gambader ou se divertir. Et alors, les sources d'archives nous indiquent que le vert avait été choisi pour de nombreuses pièces de l'appartement du roi de Rome, car c'était une couleur apaisante pour les enfants. Alors, c'est en tout cas ce que l'on pensait sous le Premier Empire. Et je terminerai avec les choix audacieux faits pour le palais de Meudon. Meudon est une résidence un petit peu à part dans le paysage des résidences impériales, puisque ce n'est pas un lieu vraiment d'exercice du pouvoir, ce n'est pas un lieu où l'on trouve le siège du gouvernement, le conseil siège aux Tuileries. Il n'y a pas de salle du trône à Meudon, il y a des salles du trône aux Tuileries, à Saint-Cloud, à Fontainebleau. Mais Meudon, dans l'imaginaire, dans l'idée de Napoléon Ier, devait d'abord être la résidence de Madame Mère, donc de sa mère, puis finalement, à partir de 1808, il décide d'attribuer le palais de Meudon aux enfants de France et donc au roi de Rome qui naîtra en 1811. Donc c'est une demeure qui est un petit peu à la campagne, à la périphérie de Paris, qui est une demeure de précepteurs, de gouvernantes, où sont envoyés les neveux et nièces de Napoléon, puis le roi de Rome, une fois ce dernier né. Et c'est une sorte de pouponnière pour schématiser les choses. Donc, n'étant pas un lieu de pouvoir, on peut se permettre des choix et des audaces qui ne sont pas possibles ailleurs. Alors, je vous dis cela en vous présentant des étoffes qui sont très marquées par l'emblématique impériale. Les étoffes que vous voyez à l'écran ont été commandées, d'ailleurs comme toutes les étoffes livrées pour Saint-Cloud, en 1808 par Desmazis, le surintendant du garde-meuble de la Couronne, à 3 manufactures lyonnaises sur des crédits spécifiquement dédiés au palais de Meudon, puisqu'on décide de meubler Meudon dès 1808. Et les commandes sont passées d'une part à Grand Frère, d'autre part à Bissardon, Cousin et Bonny, et enfin à Lacosta et Trollier. Alors, ces 3 commandes sont destinées au grand appartement du palais de Meudon, au premier étage du palais, pour meubler 2 grands salons et une chambre d'apparat, d'où la présence de l'emblématique impériale, puisque ce que vous voyez à l'écran est le premier salon des appartements d'apparat du palais de Meudon. Donc, sur fond bleu, le fond est un satin bleu sur lequel se détachent donc ces motifs jaunes, donc un damas bicolore. Donc tout à fait à droite de l'écran, je suis un peu perturbée par l'inversion, mais c'est pas inversé en fait. Donc à droite de l'écran se trouve le lait de tenture avec le N de l'empereur et un bouclier, tout cela dans un réseau de feuilles de chêne et de feuilles de laurier. Donc là encore tout un vocabulaire végétal qui est lié
à la gloire et que l'on retrouve sur de nombreuses étoffes et sur d'autres objets de la période. Au centre de l'écran, les étoffes pour siège. Donc vous voyez sur le dossier l'abeille cernée de feuilles de laurier. Sur l'assise, le bouclier et 2 glaives croisés, souligné par la bordure spécialement tissée pour les sièges, donc en partie inférieure. Et tout à fait à gauche de l'écran, il s'agit de la bordure de tenture, donc alternant sur des compositions de feuilles de chêne et de palme. Donc dans cette bichromie bleu et jaune, qui vous paraît sans doute très différente à l'écran, parce que ça c'est toute la difficulté de photographier des satins et des damas, c'est qu'en fonction de l'angle d'éclairage, la couleur n'apparaît pas de la même manière. Donc il faut vous imaginer en plus que dans ces appartements, en fonction de la lumière du jour, de l'intensité du soleil qui pénètre dans les salons, de l'éclairage à la bougie, on pouvait avoir des effets extrêmement variés et aussi très, très chatoyants. Alors voici une autre étoffe qui est présentée dans l'exposition. Là, vous voyez 5 laits de tenture cousus ensemble avec la bordure qui les accompagne pour la tenture et les portières du 2e salon des appartements du Palais de Meudon, tissé entre 1812 et 1813, enfin livré entre 1812 et 1813, mais la commande date de 1808, par la maison Lacosta et Trollier. Donc là, on est vraiment dans un répertoire décoratif assez étonnant que instinctivement on n'associerait pas avec la période du Premier Empire, puisque nous avons des guirlandes de fleurs, une bordure qui est composée de roses, de guirlandes de roses. Les fleurs associent toute une variété de roses et de jaunes variés, une variété riche, et les emblèmes c'est là où on retrouve l'Empire, les emblèmes des arts, des lettres, des sciences et du commerce, qui montrent les différents domaines dans lesquels l'Empire souhaite se manifester et qui permettent d'insuffler ces idées aux jeunes princes éduqués dans ces murs. Et néanmoins, ponctuellement, se trouvent quelques petites abeilles parmi cette emblématique et parmi ces guirlandes de fleurs. Les sièges qui se trouvaient dans ce salon étaient recouverts des étoffes dont vous voyez ici un tissage. Donc un tissage qu'on appelle siège et dos, c'est un tissage qui associe sur le même lait le motif de l'assise et le motif du dossier. Donc les papillons dans la couronne de rose se trouvaient sur l'assise et la palmette dans une couronne de marguerites multicolores se trouvait sur l'assise, le tout dans un réseau d'entrelacs qui a presque un effet mauresque, blanc et or, et qui là aussi nous envoie dans un univers que l'on n'aurait instinctivement pas forcément associé à l'Empire, et pourtant il s'agit bien d'une livraison de 1812-1813 qui montre à la fois la continuité que l'on a avec l'Ancien Régime, et je pense notamment au motif de papillons et de roses, mais également le côté annonciateur de la période suivante, de la Restauration, avec ce motif d'entrelacs stylisé qui fait un petit peu penser au mauresque sur le fond de cette étoffe. Et à mon sens, le plus surprenant est sans doute cette étoffe-ci, qui fait partie donc de cette commande passée pour Meudon, cette fois-ci à Bissardon, Cousin et Bonny, pour la chambre de l'empereur au palais de Meudon. Donc une étoffe, un satin broché, fond bouton d'or, avec ce jaune très lumineux. On voit un semis de fleurs diverses, des pensées, des fritillaires, des pavots, puisqu'on est dans une chambre, donc le pavot est la fleur associée au sommeil, pavot que l'on retrouve en frise sur la bordure de la tenture. Et là encore, donc on s'aperçoit que Napoléon n'était pas entouré que de vert et de rouge, mais qu'il dormait aussi dans une chambre tendue de cette étoffe à fond bouton d'or et entièrement semée de fleurs. Et je vous invite à aller voir dans l'exposition, si vous ne l'avez pas déjà fait, les restitutions virtuelles qui ont été faites par Philippe Le Pareux et qui nous montrent cette chambre entièrement tendue, y compris le lit, de cette étoffe semée de jaune d'or et de rose. Donc, avec cette pièce, je crois, qui parle d'elle-même, on comprend à quel point les soieries sous le consulat et le Premier Empire étaient d'une très riche inventivité. Inventivité possible grâce à plusieurs facteurs. D'une part, un investissement financier très important de la part du garde-meuble impérial pour soutenir la fabrique lyonnaise dès 1802, mais qui réintervient en 1808, en 1810, notamment pour la grande commande de Versailles, dont on parlera
Carole, des artisans qui sont arrivés à un très haut niveau de leur art, stimulés par le contrôle très strict des commanditaires et notamment dans le domaine de la teinture, et surtout des réflexions autour des teintures et des premiers essais de teinture chimique autour de Jean-Louis Rohart que j'évoquais tout à l'heure, de Berthollet, mais également du chimiste Raymond qui était basé à Lyon et qui était à l'origine du bleu prussiate. Et d'ailleurs, toutes ces teintes sont pour la plupart parvenues dans un état de fraîcheur assez incroyable aujourd'hui. Donc c'est avec cette étoffe chamarrée que je termine mon intervention, en espérant vous avoir montré la part d'audace qui existait dans ces étoffes qui ont continué d'être utilisées par les garde-meubles royaux, puis à nouveau impériaux et républicains, pendant des décennies et des décennies. Et je passe la parole à Carole. Merci. Merci beaucoup. Et avant de laisser la parole à Carole Damour, on va poser quelques questions. Je croyais que les questions étaient à la fin. Non. Est-ce qu'il y a des questions, justement? Est-ce que certaines personnes veulent revenir sur des aspects évoqués ce soir? Bon, donc je me jette. Ah si, il y en a une. Alors, on vous apporte un micro. Merci. C'est pas vraiment une question, je vais vous demander de répéter. En introduction, j'ai beaucoup aimé tout le vocabulaire associé à la couleur, et il y avait un fameux nom d'un jaune que j'ai pas eu le temps de noter. J'ai dit le jaune serein. Ah oui. Le serein comme le petit oiseau, quoi. Ah ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. On vous apporte le micro. À propos de l'affaire Pernon, j'ai le souvenir de lecture où l'empereur aurait convoqué le Pernon à Paris, qui serait venu. Est-ce que c'est... Il me semble que je l'ai lu, je ne sais plus où. Mais il me semble pas qu'il est... Alors, Bonaparte, lorsqu'il est encore Bonaparte, rencontre Pernon à Lyon, ça c'est sûr, mais c'est bien avant l'affaire. Mais Pernon n'est pas venu à Paris. Enfin, il semble avoir lu, mais il y a aussi des choses inexactes qui sont imprimées. Hein, je ne sais pas si on sait exactement, en tout cas, jusqu'où ils sont allés pour résoudre en effet ce problème de teinture. Toujours est-il que c'est quelque chose qui a beaucoup affecté toute la famille Pernon. Oui. Camille Pernon n'avait pas de descendants, mais ses nièces se sont beaucoup impliquées et ses sœurs se sont beaucoup impliquées aussi dans cette affaire, parce que au-delà de la vexation d'avoir un tissu complètement décoloré, qui n'était d'ailleurs pas de sa faute, puisque Pernon, comme Tassinari et Châtel aujourd'hui, nous ne sommes que croiseurs de fil. Donc tout le travail en amont, notamment des teintures, est fait à l'extérieur. Mais néanmoins, ce problème de teinture a fait que tous les règlements de la part du garde-meuble ont été gelés. Et ça a été un gros sujet pour une manufacture qui essayait de rentrer quand même dans ses frais face à d'énormes commandes qui engendraient quand même des matières premières énormes. Il faut voir que au 19e siècle, au 18e, 19e siècle, la part des matières premières était pour 60% du prix du tissu, quand aujourd'hui, la part des matières premières n'est plus que de 30%, puisque la main-d'œuvre a énormément augmenté. Donc c'est vrai que voilà, ne pas se faire payer, si vous voulez, d'une livraison parce qu'elle n'est pas conforme, ce qui est relativement normal, hein, mais du coup, ça avait quand même mis à mal complètement cette manufacture Pernon et surtout mis à mal le moral de Camille Pernon. Justement, on était en train de parler de couleurs. À l'heure actuelle, la teinture végétale revient en force. Est-ce qu'il y a eu des analyses chimiques de cette teinture du 19e siècle pour être aussi vivace et durer aussi longtemps? Est-ce qu'il y a des études actuelles sur la structuration de cette couleur? Alors, pas à ma connaissance, mais les sources d'archives sont encore assez précises pour nous permettre de savoir quelle teinte était utilisée, puisque j'évoquais Jean-Louis Rohart tout à l'heure et il liste vraiment toutes les teintes à utiliser, qui restent des teintes encore naturelles. En revanche, je pense que c'est plus sur la qualité des mordants utilisés qui serait intéressant de travailler, puisque ce sont les mordants, les fixatifs, on dirait aujourd'hui, qui
qui permettent de garantir la stabilité de la teinture. Et puis évidemment les dosages, etc. Alors il y a un programme de recherche actuellement en cours auquel participe d'ailleurs le Mobilier National, les Archives nationales, et qui est piloté par l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art, qui est autour justement des teintures et des colorants plutôt au milieu du 19e siècle, et justement toute cette période charnière où l'on bascule entre les teintures naturelles et les teintures chimiques. Alors je vais peut-être m'éloigner un peu, mais en revanche, ce qui est certain et qui est un sujet réel pour les manufactures, qu'elles soient pilotées par la maison de l'empereur ou qu'elles soient privées sous l'Empire, c'est la question de l'importation des matières tinctoriales, puisque vous savez sans doute qu'en 1806, l'Angleterre met en place le blocus continental, et que du coup des teintures comme l'indigo sont très compliquées à faire venir en France. Et justement, avec la maison Grand Frère, Jean-Louis Roard, Berthollet et le chimiste Raymond ont tenté de voir comment redynamiser la culture du pastel pour arriver à une teinte de bleu égale, ou si ce n'est meilleure même que l'indigo. Et ils y sont arrivés dans les essais de teintes faits pour la commande de 1810 pour Versailles. Donc il y a aussi toute cette problématique économico-diplomatique qui vient se greffer à la recherche artistique. À nos chers amis anglais. Une question ? J'aurais aimé savoir s'il y a une nomenclature précise des couleurs. Parce que, notamment, je vois le jaune. Plus près le micro, s'il vous plaît. Le jaune, entre le jaune bouton d'or, le jaune serin, je voyais un jaune citron, mais enfin, est-ce qu'il y a déjà une nomenclature ou pas ? Pour le bleu et le jaune. C'est très difficile cette histoire de désignation des couleurs. Alors déjà à l'écran, ça fausse tout. Il faudrait voir les pièces en vrai. Et quand on lit un document d'archives, on se dit mais alors qu'est-ce que c'est justement que cette boue du Nil, que ce terre d'Égypte, que ce tabac d'Espagne, jaune serin, jaune bouton d'or, jaune jonquille. Enfin c'est jaune citron, comme vous dites, c'est assez difficile de s'imaginer, parce qu'en plus, chacun se crée son propre imaginaire des couleurs. Et donc, à ma connaissance, il n'y a pas de nomenclature associée à ces termes très poétiques. En revanche, il y a des teintes travaillés dans les ateliers de teinture qui ont été très longtemps et qui continuent d'ailleurs d'être un peu des secrets d'atelier qui correspondent à des formules chimiques et qui avaient sans doute des désignations en interne dans l'atelier, mais malheureusement là ça fait partie de la recherche que l'on mène avec l'INHA et les Archives nationales pour essayer de comprendre à quoi correspond chimiquement le nom que l'on trouve dans les sources d'archives. Alors il y a aussi des noms commerciaux qui sont donnés par les manufactures, et cette terre d'Égypte employée par Camille Pernon n'est peut-être pas le nom donné par le teinturier lui-même. C'est d'ailleurs sans doute sûrement pas le nom donné par le teinturier. Donc malheureusement, on n'a pas de codification, ça viendra un petit peu plus tard avec Chevreul et son cercle chromatique, mais voilà, et encore ce sont des teintes qui sont liées là aussi à des formules chimiques, mais c'est vrai que la désignation des couleurs, et aujourd'hui encore, ça pose des questions, d'où le recours au nuancier lorsqu'on fait un choix de peinture, par exemple. Et au Mobilier National, on a fixé le répertoiement, comment on appelle ça, la classification. Voilà. La classification des couleurs, il y a une vingtaine d'années avec le nuancier informatique, parce que chaque atelier avait son bleu indigo, son bleu, et donc on avait du mal à communiquer sur la réalité de la couleur. Donc c'est quelque chose d'assez, en tout cas chez nous, d'assez récent. Y a-t-il une dernière question ? Merci beaucoup de ce voyage coloré parmi l'empereur. Et petite coupure technique, et on reprend tout de suite avec Carole Damour. Donc nous continuons ce parcours coloré avec presque une habituée de la maison pour plusieurs titres. Carole Damour, qui est une professionnelle du textile et de la décoration, travaillant pour la société Le Lièvre depuis 1996. Depuis 2008, elle travaille avec passion
pour la manufacture Tassinari et Châtel, propriété de Lelièvre, en tant que documentaliste et archiviste textile. Elle est en charge donc de la promotion et de l'histoire de la manufacture et de la prestigieuse soierie. Elle a contribué notamment avec Jean-Pierre Planchon à l'histoire de Tassinari et Châtel, la soie au fil du temps, aux éditions Monel Ayot. Et elle organise évidemment dans le showroom à Paris de la société des présentations de textiles. Et je lui laisse la parole pour nous présenter les collections de Tassinari et Châtel. Merci beaucoup Marc de me proposer encore une fois de pouvoir en effet exposer les trésors de la manufacture Tassinari et Châtel. Cette manufacture, je vais vous la présenter juste pour ceux qui la connaissent peut-être un tout petit peu moins. C'est une manufacture qui a été créée en 1680 par Louis Pernon, tisseur de drap d'or. Il y a 4 générations de Pernon et à la 4e génération, Camille Pernon, dont Muriel a parlé tout à l'heure, qui est celui qui va beaucoup nous intéresser, en tout cas pour cette période des textiles empires, puisqu'il démarre en fait tout ce nouveau style qui va être mis en place dans les différents palais. Donc, il y a en effet ces 4 générations de Pernon. Camille Pernon n'ayant pas d'enfant, il cède sa manufacture en 1807 aux frères Grand, qui vont œuvrer jusqu'en 1870, continuant le travail pour le Premier Empire, et après développant une nouvelle clientèle issue un petit peu de la révolution industrielle, donc des riches industriels, des riches banquiers. Tout ça associé à une période où Paris est en pleine évolution, donc la construction des hôtels particuliers un peu spécifiques dans lesquels on veut mettre les plus beaux décors. En 1870, de la même façon, les grands n'ont pas d'enfants en âge de reprendre la manufacture et ils cèdent leur manufacture aux familles Tassinari et famille Châtel, d'où le nom que nous avons aujourd'hui et que nous avons gardé aujourd'hui. 4 générations de Tassinari et de Châtel. Et en 1985, la manufacture Tassinari et Châtel est vendue au groupe de Croix, qui revendra la manufacture à la maison Lelièvre en 1998. Donc ce qui est assez extraordinaire de cette manufacture, c'est que depuis 1680 jusqu'à aujourd'hui, l'histoire continue à s'inscrire malgré des changements de dirigeants. Et surtout, ce qui est fantastique, c'est qu'à partir de 1795, retour de Camille Pernon, qui avait quitté la France pendant la Révolution, on garde tous les échantillons de tout ce qu'il a produit, ce qui fait un fonds d'archives aujourd'hui pour la manufacture assez extraordinaire de plus de 100 000 documents textiles, en plus de livres et en plus d'énormément d'éléments papier. Donc cette manufacture aujourd'hui appartient au groupe Lelièvre. Nous avons encore 2 ateliers de tissage, un atelier à bras à la Croix-Rousse, où nous avons actuellement 3 tisseuses qui tissent sur 9 métiers à tisser, différents, chaque métier étant construit pour tisser des qualités bien spécifiques. Et nous avons un atelier de tissage mécanique dans la Loire à Panissière, qui est le pays de la cravate, pour faire 99% de notre production, le 1% étant fait à bras. Il faut savoir qu'en termes de quantité, évidemment, à l'atelier de la Croix-Rousse, on tisse entre 6 et 20 cm par jour, quand à Panissière, bien évidemment, nous tissons heureusement des quantités bien plus importantes. Donc, l'histoire du textile du Premier Empire repose quand même beaucoup au démarrage sur les épaules de Camille Pernon, que vous pouvez voir ici. Donc, dans le fonds d'archives que nous avons récupéré, comme je vous le disais tout à l'heure, pendant la Révolution française, il quitte la France. Donc, cette manufacture Pernon, qui existe quand même déjà depuis plus de 100 ans avant la Révolution, finalement, il ne nous en reste rien. Est-ce que le fond de cette première manufacture a dû disparaître pendant la Révolution, brûlé, vendu? On ne sait pas exactement. Mais à partir de 1795, date à laquelle Camille Pernon revient en France, il décide de reconstruire entièrement cette manufacture. Il est très visionnaire sur ce qu'il veut garder, probablement qu'il a souffert d'avoir tout perdu. Et à partir de cette date-là, il notifie tout
dans des registres, à la fois des registres de dessin, à la fois des registres de commandes, et il garde un échantillon de tout ce qu'il produit. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on continue encore exactement comme il l'avait mis en place, puisqu'on considère que le tissage d'aujourd'hui, c'est l'archive de demain. Tout comme aujourd'hui, on est ravi de pouvoir ressortir des tissages originaux réalisés par Camille Pernon dès 1795. Ensuite, on va trouver dans cette histoire des étoffes du Premier Empire les grands frères qui vont prendre la suite de Camille Pernon entre 1807 et 1808. C'est pas très clair parce que selon les registres, on a vraiment les deux dates, très probablement à cheval sur les deux. Entre-temps, Camille Pernon a eu en effet cette déconvenue du Damavert qui l'a beaucoup bousculé, et c'est vrai que lui meurt en 1808, laissant donc les grands frères continuer complètement leur activité. À chaque fois, je vous ai mis différents tampons que l'on retrouve sur les étoffes d'origine, et ça c'est assez émouvant de voir, de pouvoir véritablement parler de documents tissés à cette époque-là. Donc, moi, j'ai voulu, alors on ne s'était pas consulté avec Muriel, mais c'est là où c'est assez amusant parce qu'on parle de la même chose, mais pas tout à fait sous les mêmes angles. Moi, je parle d'un point de vue fabricant, puisqu'en fin de compte, on a aujourd'hui les témoins de tout ce qui a pu être fait par Camille Pernon pour Napoléon. Napoléon considérait quand même Camille Pernon comme le meilleur à Lyon et du coup lui avait confié un certain nombre de commandes, dont la première commande, celle de 1802. Napoléon n'est encore que consul. Cette commande est assez extraordinaire parce que, comme le disait Muriel, en fin de compte, Camille Pernon reçoit une commande de 9 décors complets. Je pense que sous ce style empire, on n'a jamais eu autant la vision de ce que pouvait représenter un ensemblier, parce qu'on a vraiment des décors extrêmement complets. Vous avez toujours le décor de la tenture, les bordures pour la tenture murale, les bordures pour les rideaux. Ensuite, vous avez le décor des sièges, avec les bordures des sièges. On a vraiment un décor extrêmement complet, quelque chose qu'on n'avait pas complètement au XVIIIe. On commençait un petit peu à voir ce genre de choses, mais c'était beaucoup moins clair que ça ne l'est là dans ces fameux décors, et notamment les décors de 1802. Cette commande de 1802, elle est amusante à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'elle est extrêmement colorée, donc si on revient encore sur ce thème de la couleur, on voit là une panoplie d'ensemble qui est très très étonnante. Et surtout, Camille Pernon s'est vraiment forcé à montrer tout son savoir-faire au travers de cette commande. À savoir qu'il va faire des décors relativement simples, je vous en expliquerai un certain nombre, mais aussi des choses bien plus complexes. Donc en fait, il passe en revue un petit peu tout ce qu'un tisseur lyonnais est en mesure de pouvoir réaliser. Ça, c'est un des premiers décors, le fameux décor à palme vert. Alors là, on voit aussi, au-delà de tous les emblèmes que l'on peut retrouver de ce style empire, on voit quand même l'importance de cette campagne d'Égypte que Napoléon vient de terminer. Et cette campagne d'Égypte, on la retrouve vraiment dans les dessins de toute cette commande pour Saint-Cloud. Et là, vous avez donc ce qui est appelé l'ensemble du Damavert à palme, donc commandé pour la bibliothèque du premier consul à Saint-Cloud et finalement utilisé à plusieurs reprises dans différents endroits, tellement ce damas relativement simple, avec un rapport assez grand, hein, le dessin est très grand, mais ce damas finalement représente parfaitement le pouvoir de Napoléon. Donc vous avez les différentes bordures que j'ai associées, et ce que moi je voulais montrer, en fin de compte, au travers de cette commande de 1802, c'est que Camille Pernon reçoit cette commande de la part du garde-meuble comme étant une commande où il pouvait vraiment laisser libre cours à son imagination, à son talent et à son expérience. Et on voit bien au travers de tous les échantillons que nous gardons dans notre fonds d'archives que ces dessins qu'il a mis au point, il les a déclinés dans plusieurs couleurs. Alors pourquoi est-ce qu'il les a déclinés dans plusieurs couleurs? Probablement parce qu'il a dû soumettre plusieurs ensembles, et vous verrez dans un exemple à quel point c'est vrai. Donc il a proposé
plusieurs ensembles de couleurs, mais néanmoins, vous voyez qu'on retrouve, on a la bordure qui est en brocart d'or, tissée en brocart d'or pour cette fameuse tenture, mais qui est déclinée là avec des colorations complètement différentes. Ce qui est amusant aussi à voir dans le fonds d'archives de Camille Pernon, c'est que, bien évidemment, quand il faisait tous ces essais de coloration et ces essais de tissage, il n'allait pas à chaque fois utiliser des fils métalliques précieux. Donc il utilisait des couleurs se rapprochant soit du coloris or, soit du coloris argent. Et c'est vrai que c'est là où on voit que ce sont des échantillons d'essai et pas les échantillons qui ont été montrés probablement à la fin du travail. Donc là, on a, et ça c'est aussi amusant à souligner, c'est que du coup, nous, on a un livre, un registre de dessin, qui est un registre de fabricant, avec un descriptif qui n'est d'ailleurs pas toujours le même que celui qu'on trouve après dans les inventaires du garde-meuble. Et dans les inventaires de Camille Pernon, on trouve cette bordure sous le patron 1597, une bordure à 2 chemins fond ponceau. Donc là aussi, on voit cette coloration faite à partir de la cochenille, donc un rouge un petit peu plus clair, légèrement orangé, à feuilles de laurier pour le cabinet du premier consul. Un autre décor, un autre des grands ensembles réalisés par Camille Pernon est ce très bel ensemble qui était commandé pour le cabinet de toilette de Joséphine Bonaparte à Saint-Cloud et qui finalement a été utilisé pour le salon de musique de l'impératrice Joséphine aux Tuileries, mais aussi pour la petite chambre de l'empereur au Grand Trianon. Donc c'est amusant de pouvoir retrouver ce décor-là dans des affectations complètement différentes. On a cet ensemble bois de citron et gris de lin. Alors là encore des termes de couleurs qui sont absolument merveilleux. Ces étoiles qui sont sur un fond gros de tour, donc une tenture murale extrêmement simple. Et en revanche, au niveau des bordures et de l'encadrement de cette tenture murale, là c'est absolument phénoménal parce que vous avez tout cet ensemble donc sur fond gris de lin, broché avec 2 fils d'argent, de l'argent filé et de l'argent plat, et tout cet ensemble qui est conjugué pour différentes utilisations. Donc la grande bordure pour la tenture murale, la plus petite bordure pour les rideaux, la toute petite bordure pour les sièges, les écoinçons pour les angles des tentures murales. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement abouti. Et encore une fois, dans le fonds d'archives de Camille Pernon, il est amusant de voir que l'on retrouve des échantillons, donc des essais, puisque là on n'a pas du tout utilisé le fil d'argent, mais on a utilisé un fil de soie coloris gris-argent pour pouvoir voir un petit peu ce que donnait cette association entre le bois de citron et le gris de lin. Et surtout, au milieu, vous voyez cet échantillon que personne ne connaît parce que finalement, c'est un échantillon qui n'a jamais été produit, qui est dans le fond d'archives de Camille Pernon, parce que lui, il a fait des essais un petit peu différents. Il a repris, pour la grande partie de la bordure, ce coloris bois de citron en fond, alors que finalement, il a trouvé plus élégant et plus judicieux de présenter cette bordure contrastée par rapport au motif principal de la tenture murale. Donc là, on a encore une fois ces descriptifs bien précis dans le livre de dessin et qui nous donnent cette notion de couleur. Encore le troisième décor, en tout cas, de cet ensemble pour Saint-Cloud, c'est ce très très beau dessin à feuilles de chêne. Donc là, vous voyez encore quelque chose de très simple, qui est considéré comme un damas. Aujourd'hui, peut-être qu'on l'appellerait plutôt un lampas, puisqu'il y a quand même des effets de trame très, très, très précis pour la construction du tissage. Là, on parle d'un cramoisi à feuilles de chêne. Les feuilles de chêne sont très grandes, elles font bien 20 cm de dimension. Et encore une fois, cette bordure ici qui est brochée avec 2 coloris d'or, toujours l'or plat et l'or filé, qui donne beaucoup de relief et un scintillement différent. Et là encore, dans le fonds d'archives de Tassinari et Châtel, vous pouvez voir toute cette déclinaison de coloration qui a été testée avec 2 motifs qui sont relativement
des motifs de base, on va dire, pour ce style empire, très imprégnés de l'Antique, très imprégnés de l'Égypte, très imprégnés finalement de tout ce nouveau style qui est en totale opposition par rapport à ce que l'on connaissait, en tout cas sous l'Ancien Régime. Donc cette bordure sous le patron 1598, qui est répertoriée dans son intitulé final « Fond cramoisi broché or » de 27 pouces, donc ça c'est la grande bordure, mais vous voyez une déclinaison qui existe dans notre fonds d'archives. Là vous avez encore l'ensemble complet de ce qui avait été réalisé et commandé, donc ce brocart argent et bleu à couronne de myrte et de lierre, commandé pour le grand salon de Joséphine Bonaparte à Saint-Cloud, et posé finalement pour le grand salon toujours de l'impératrice, mais cette fois-ci aux Tuileries. Donc on a encore une fois un mélange avec à gauche le motif pour les rideaux, à droite la bordure, la grande bordure de la tenture murale, au milieu les feuilles de lierre pour la tenture murale et tout à droite la bordure des rideaux. Donc vous voyez encore une fois cet ensemble complet qui se complète aussi avec d'autres bordures que nous avons aussi. Et puis je me suis intéressée à cette bordure à arceaux que je trouve absolument extraordinaire et à feuilles de marguerite que vous pouvez voir en bleu, donc soumission qui a été faite pour Madame Bonaparte. Vous avez même l'étiquette de Madame Bonaparte qui est encore sur notre échantillon. Donc là, sous le patron 1593 pour Camille Pernon, et qui a été repris après par Grand Frère un petit peu plus tard, dans une coloration complètement différente, avec cette variante rose. Dans son livre, Grand Frère continue encore à le décliner dans les bleus, exactement comme tout cet ensemble qui a été posé aux Tuileries. C'est vrai que c'est une association très douce et qui permet quand même d'avoir un décor un petit peu inhabituel pour un style empire. Ici aussi, le très très beau décor de damas ombrées. Ça, c'est une inspiration justement des tentes napoléoniennes pour la campagne d'Égypte. On a vraiment l'impression de voir un plissé au niveau de ce tissu que l'on retrouve en tenture murale et avec tout un ensemble de bordures, aussi bien pour l'encadrement de la tenture murale que pour l'encadrement des rideaux et l'encadrement des sièges. Donc ce damas rayé, ombré et couleur d'or, donc commandé pour le grand salon de Joséphine à Saint-Cloud, et il sera posé finalement dans l'appartement double de Prince au château de Compiègne, où vous pouvez l'admirer. Et là, c'est là où je veux, ça pour moi c'est une de nos pépites, c'est tout l'ensemble qui est donc ombré jaune et avec ce ton bleu-violet, parce que c'est un bleu-violet très très intense et très profond, et dans notre fonds d'archives, et c'est là où on voit à quel point cette commande de 1802 qui avait été passée comme ça à Camille Pernon sans aucune structure, enfin sans aucun cadre, Camille Pernon s'est laissé quand même aller à plein de propositions, et vous voyez sur cet échantillon capucine et vert, ce qui est absolument ravissant en termes de coloration, capucine et vert, une coloration qui n'a pas été retenue. Est-ce qu'elle n'a pas été retenue par Pernon ou est-ce qu'elle n'a pas été retenue par le garde-meuble? Ça, on ne le sait pas. Mais c'est en tout cas tout un échantillon que nous avons dans notre fonds d'archives et qui est absolument magnifique. L'autre décor, toujours à dessin turc, le brocart or rayé jonquille et bleu, à dessin turc. Alors là, par exemple, dans nos registres à nous, le bleu est appelé gros bleu. Et ce gros bleu, par exemple, aujourd'hui, quand nous devons travailler sur des restitutions de chantiers historiques et que l'on a dans les inventaires des coloris bien précis, on ne va pas aller les inventer, on va tout simplement reprendre. On a la chance d'avoir un registre d'un fabricant, qui est le registre de Camille Pernon ou de Grand Frère. Et dans ces cas-là, on va éplucher les registres pour essayer de retrouver les bonnes teintes. Et par exemple, lorsque nous avons travaillé pour la restitution du salon des 4 saisons à l'hôtel de Beauharnais, où on parlait justement de tout un décor gros bleu, et ben on a tout simplement ressorti cet échantillon pour copier ce coloris gros bleu, qui est un coloris extrêmement intéressant, parce que c'est un bleu
qui a une pointe de rouge. Donc il est très très profond, c'est un bleu marine très profond, mais avec une pointe de rouge. Et c'est un coloris qu'on ne peut pas inventer. C'est vraiment quelque chose qui a été mis au point et qu'il faut. Ça ne sert à rien d'inventer des choses quand on peut tout simplement les copier. Donc là encore, un décor commandé pour la chambre de Joséphine à Saint-Cloud et qui finalement sera posé pour la chambre de Joséphine à Compiègne, qui deviendra la future chambre du roi de Rome, actuellement toujours en place. Et là encore, comme vous pouvez voir, alors c'est quand même un décor qui est étonnant parce que vous avez une tenture murale qui est rayée jonquille et gros bleu, vous avez une bordure qui est sur fond ponceau, toujours ce fameux coloris ponceau, et vous avez après un rideau de lit qui est en damas ton sur ton blanc. Et là encore, une proposition faite par Camille Pernon, qui au début probablement avait fait une soumission un petit peu plus sage que le coloris ponceau. Il avait fait une soumission sur un fond crème, une bordure sur fond crème, mais c'est donc le coloris ponceau qui a été retenu. Donc c'est amusant de voir ces échantillons qui sont comme ça dans notre fonds d'archives avec des propositions de coloration tout aussi réussies les unes que les autres. Encore un autre décor pour montrer justement cette diversité en termes de qualité que Camille Pernon avait proposé pour cette commande de 1802, c'est ce velours chiné sur fond prune. Alors là aussi, un fond prune très 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 foncé, tellement foncé que finalement, il était prévu pour la salle des ambassadeurs à Saint-Cloud. Il n'est pas utilisé pour Saint-Cloud. Il traîne sur les étagères du garde-meuble et Napoléon le choisit pour la décoration de sa grande chambre à Fontainebleau, à la condition qu'on éclaircisse ce fond prune qu'il trouve beaucoup trop foncé. Il est certain que quand on enlève tout ce qui a été fait par la suite, parce que du coup, là vous avez un zoom un petit peu de ce décor, tout le fond du tissu qui était prune très très foncé a été rebrodé à l'époque par Picot et au moment de la restitution que nous avons faite en 1980 par les ateliers Brocard, tout a été rebrodé avec un fil chenille un peu crème, une sorte de un jaune très très pâle, de façon à éclaircir complètement le fond. Donc c'est toujours amusant de voir comment on peut jouer avec les couleurs, comment on peut jouer avec la profondeur d'un tissu. Et là, tout simplement, tout le fond de ce velours chiné a été rebrodé par la suite pour l'éclaircir. Donc ça, c'était un petit peu l'ensemble de cette commande de Saint-Cloud, que l'on peut voir en effet dans l'exposition. Et c'est tout à l'honneur, en tout cas, de Camille Pernon de pouvoir voir ces étoffes d'origine. Et puis, du coup, en associant un tout petit peu le thème des palais disparus, j'ai eu envie de vous parler aussi d'un palais qui n'a jamais abouti, qui était le palais de Versailles, que Napoléon s'était imaginé, c'est-à-dire que dès 1806, il travaille avec d'abord Gondouin, puis après je n'ai plus le deuxième architecte, mais ça va me revenir. Mais en tout cas, il travaille avec Gondouin dans un premier temps pour construire un palais impérial. Et alors, comme il ne veut pas être à court de tissu, un petit peu comme ça a été fait pour Saint-Cloud, puisque du coup, le temps, en effet, que les différentes manufactures livrent les tissus, il a fallu meubler en urgence Saint-Cloud, donc on a meublé finalement avec d'autres étoffes. Du coup, là, il passe en amont les commandes de tissus. Et ces commandes sont assez exceptionnelles aussi, puisque vous avez ici tout un ensemble de décors, tous aussi fantastiques les uns que les autres. Moi, je ne vous montre que la part qui a été passée à Grand Frère, à partir de Camille Pernon et Grand Frère, 1806-1807, c'est un petit peu la jonction, mais c'est les commandes qui sont passées à Camille Pernon qui seront en partie exécutées par Grand Frère. La première dont je voulais vous parler, c'est la salle du trône. Donc tout de suite d'abord, on parle de la salle du trône. Donc Muriel revenait sur cette coloration que l'on connaît du style empire, qui est le cramoisi et le vert empire. Pourquoi ces deux couleurs? Parce que finalement, quand on regarde tous les décors avec un petit peu de recul, toutes les pièces d'apparat du Premier Empire sont systématiquement décorées avec du rouge ou avec du vert. Donc évidemment, quand on fait un raccourci
sur ces colorations empire, on pense tout de suite au vert et au rouge. Là, vous avez typiquement une pièce de pouvoir qu'on va associer à ce coloris cramoisi. Et vous avez dans le livre de commission qui a été démarré par Camille Pernon et continué ensuite par Grand Frère, la commande de cette salle du trône, bien détaillée avec tous les éléments qui constituent ce décor. Ce décor, en fin de compte, personne ne le connaît, puisqu'il a été livré donc pour le palais de Versailles, qui n'a jamais vu le jour, et il a été utilisé sous la Restauration, mais du coup, on a enlevé tous les emblèmes du Premier Empire pour les masquer avec des éléments qui ont été repassés à Grand Frère par la suite sous la Restauration pour masquer justement les parties un petit peu trop marquées du Premier Empire. On n'allait pas non plus laisser tout ce décor d'une salle du trône en brocart de 3 ors, or plat, or filé, or frisé, non utilisé. Donc il fallait absolument pouvoir lui trouver une utilisation. Son utilisation, ce sera aux Tuileries, mais cette fois-ci sous la Restauration, donc il faut impérativement cacher tous les emblèmes de Napoléon. Donc finalement, le garde-meuble va passer à Grand Frère une commande d'appiècement, donc avec une double corne d'abondance pour masquer les aigles. C'est pourquoi nous, dans notre fonds d'archives, nous avons 2 aigles, très probablement pour avoir la taille exacte de la construction de ce nouveau collage qu'il fallait faire. Et de la même façon, les abeilles et les hennes ont été remplacées par des petites rosaces que l'on met au centre des couronnes de laurier et au centre des couronnes de feuilles de chêne. Donc ça, c'est assez amusant parce que finalement, vous avez à gauche le dessin du livre de dessin de Camille Pernon et à droite, vous avez la photo prise par Dumontier de cet ensemble qui a été posé aux Tuileries. Un autre exemple de commande astucieuse qui a été exécutée par Camille Pernon, c'est ce damas économique. Alors ça, c'était intelligent, le damas économique, parce que c'est vrai qu'on avait énormément de commandes à financer. Et finalement, un damas, il est essentiellement, il a un effet essentiellement rendu par sa chaîne. La chaîne, c'est les fils qui rentrent dans le métier. Et la chaîne constitue ici le satin qui est dans le fond du dessin. Donc ce satin bleu que vous pouvez voir, finalement, il fait quasiment toute la splendeur de ce damas. Et du coup, Camille Pernon s'est dit, pour diminuer un petit peu les prix, plutôt que de faire passer des fils de trame en soie, on va les faire passer en coton ou en lin. D'où le terme économique. Et ça, c'était assez intelligent, notamment pour toutes les pièces un petit peu secondaires, comme ce dessin-là, qui est un dessin de chambre à la base, puisque vous avez les fleurs de pavot, vous avez le papillon de nuit, donc autant d'éléments finalement qui marquent un petit peu un dessin parfaitement bien adapté pour une chambre. Finalement, il sera utilisé dans le salon du Dégin au Grand Trianon. Bon, pour une salle à manger, pourquoi pas, mais voilà, donc c'est un petit peu différent. Un autre dessin qui est très intéressant aussi, c'est celui-ci. Il est très intéressant parce qu'en fin de compte, nous sommes actuellement les seuls détenteurs de ce motif qui a complètement disparu, puisque c'était un tissu qui avait été commandé en 1806 pour Versailles et finalement qui est utilisé à Saint-Cloud pour le salon de famille. Donc le salon de famille qui est recouvert entièrement de cette tenture assez étonnante parce que le raccord finalement fait 55 de large, mais quand vous le déployez complètement, on a un dessin qui apparaît et on le voit bien dans les reconstitutions que Philippe Lepareux a fait du château de Saint-Cloud, parce qu'on n'arrive pas à imaginer en fin de compte ce motif à cartouche de marguerite. On ne sait pas exactement comment il se raccorde, mais c'est vrai que ça fait un dessin XXL qui est assez étonnant quand on le voit en place en tenture murale. Donc ça, c'est un très joli dessin qui est en gris de lin et fond vert émeraude. Donc encore une fois, une coloration qui est assez inhabituelle parce que c'est pas du tout un vert empire, hein, c'est vraiment un vert émeraude un peu bleuté qui est extrêmement raffiné. Toujours pour Versailles, une commande de 1806 pour un très joli damas bleu lapis et blanc à étoile jaune citron. Et ça, ce qui était très amusant à voir dans le livre de dessin
de Camille Pernon, c'est qu'en fin de compte, il est notifié à droite du petit croquis qu'en 1806, on installe tout le métier sur un métier avec la mécanique Jacquard, et que malheureusement la mécanique ne fonctionne pas, donc on est obligé de démonter tout le métier pour le remettre sur un métier à sample. Donc c'est intéressant de voir qu'en 1806, on fait les premiers essais de cette mécanique Jacquard dans les ateliers de Camille Pernon. Il y a une petite mise au point qui est nécessaire, au point que du coup, ce tissu ne sera pas réalisé comme prévu sur ce métier Jacquard. Il est actuellement en place au Grand Trianon à Versailles. Ici, vous avez aussi la très grosse commande passée pour le château de Versailles, à la grande fabrique, pardon, plus de 80 000 mètres de tissu qui sont fabriqués, qui sont passés commande auprès des différents fabricants de la grande fabrique à Lyon. Donc c'est énorme, 80 000 mètres, on est en 1811, le temps d'être livré, il va être 1813, 1814, donc tous ces tissus-là ne seront quasiment jamais utilisés sous le Premier Empire. Alors ils sont plus ou moins très, très notés d'un style Premier Empire, mais en tout cas la coloration est assez extraordinaire et mérite vraiment qu'on s'y attarde un tout petit peu. Et vous avez ici le très beau brocart qui est passé donc à grand frère pour la chambre à coucher de l'empereur à Versailles dans son nouveau palais. Et ce nouveau palais, il est bien évidemment ne voit pas le jour, donc ce tissu n'est pas utilisé. Et finalement, il va être utilisé pour la chambre à coucher de la duchesse, en partie simplement, la chambre à coucher de la duchesse d'Angoulême aux Tuileries. Il y a une très grosse partie aussi qui sera donnée par la reine Marie-Amélie à une grande paroisse parisienne pour en faire des vêtements liturgiques. Ces vêtements liturgiques qui sont dans un état extraordinaire de fraîcheur. On voit ce dessin de Camille, de grand frère, je veux dire, pour la chambre à coucher de l'empereur, mis sur des vêtements, c'est toujours assez étonnant. Mais vous voyez la coloration qui est quand même très, très fraîche, très, très inhabituelle pour ce style empire qu'on représente toujours avec beaucoup d'austérité. Mais ici, c'est quand même, encore une fois, un exemple, en tout cas, d'un savoir-faire assez exceptionnel pour réaliser un tel tissage. Vous voyez ici le pluvial, toujours dans cette paroisse parisienne, qui est assez extraordinaire. Un autre décor qui est celui du cabinet de repos de l'empereur à Versailles. Alors là aussi, c'est assez étonnant en termes de couleurs. Regardez la bordure qui est faite de rose fuchsia, de bleu turquoise, de jaune. Une coloration, on a l'impression que ça a été recolorié dans le début des années 80, mais pas du tout. C'est une coloration de 1811 avec des échantillons de cette époque-là. Et vraiment, ce sont des exemples, en tout cas, de maîtrise de couleurs et de teinture qui est assez exceptionnel. Un autre exemple de ces commandes pour Versailles, avec ce très joli dessin à double fond lilas, dessin à boule de neige, donc sur un fond à la fois lilas, à la fois jaune, avec ces fleurs, ce dessin très géométrique, qui était destiné au petit salon de l'impératrice à Versailles, qui ne sera bien évidemment pas utilisé à Versailles, et utilisé à la fois à Meudon et à la fois dans le cabinet du président à l'Élysée sous Napoléon III. Ce décor est assez étonnant, et alors dans notre fonds d'archives, on trouve ce dessin-là en deux versions complètement différentes, une version de Lampa et une version de Brochet. Alors je ne sais pas à quel moment ils sont passés de l'un à l'autre, mais de face, vous avez exactement le même motif, et finalement, à l'arrière, on voit une construction au niveau du tissage qui est complètement différente. Ce dessin-là mérite vraiment, en tout cas, qu'on en discute, parce qu'en fin de compte, c'est le fameux dessin qui a été passé en commande à grand frère, suite à ce que Marc Bayard racontait sur le prix de l'indigo qui flambe complètement. Donc il faut essayer de trouver, à pallier ce problème de matières premières, de hausse de matières premières, et on va vraiment pousser pour essayer de trouver une alternative à l'indigo des Indes. Et cette alternative, c'est le pastel français, dit aussi l'indigo français, qu'on va essayer de pousser.
Donc là encore, on est dans cette régulation, en tout cas qui a été faite auprès des teintures, des teinturiers, parce que c'est vrai que ces teinturiers qui avaient perdu un tout petit peu d'expérience pendant la Révolution française, on va leur réapprendre complètement leur métier, tout va être extrêmement cadré, donc on va leur dire exactement comment ils doivent faire pour procéder à des gros bleus, comment ils doivent faire pour procéder à des violets, où on met d'abord dans la cochenille, puis après dans de l'indigo, puis après du pastel. Comment on fait aussi des verts, on commence d'abord par la gaude, on termine ensuite par le bleu. Donc tout ça est très 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 réglementé de façon à ce qu'on soit sûr du résultat. Et c'est vrai qu'il y a cette réglementation est intéressante. Donc en l'occurrence, sur cette commande qui est passée à Grand Frère, le garde-meuble va passer 2 dessins différents. Et puis finalement, la première proposition faite par Grand Frère, représentant un petit peu avec des emblèmes du commerce, de l'agriculture et tout ça, va être totalement abandonnée. On va juste reprendre ici le caducée et puis l'abeille pour ce qui concerne le dessin qui va être fait au pastel, et en revanche, celui qui est à l'indigo va être complètement végétal. Et voilà le résultat tissé par Grand Frère. Ce qui est amusant, c'est que du coup, il a, au travers des dessins, montré comment il avait teint les différents tissus, les 2 tissus. Donc celui de gauche est teint avec la fleur de pastel, celui de droite est teint avec l'indigo des Indes. Donc c'est assez amusant parce qu'il représente la plante telle qu'elle est, il fait finalement une sorte d'herbier sur son tissu. Comme le disait Muriel, ces tissus vont être mis à mal et soumis à la lumière, à la lune, aux intempéries, à tout ce que l'on veut, à l'air, pour voir comment vieillissent ces 2 teintes qui ont été faites simultanément. Et finalement, le résultat est extrêmement rassurant, puisque les 2 teintures sont tout à fait remarquables, répondent bien aux attentes, et on peut du coup enfin continuer à travailler des bleus extrêmement denses, comme on les voit beaucoup sous le Premier Empire et comme on les verra aussi sous la Restauration, avec du coup un système de teinture un petit peu différent. Donc de tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? En effet, là je vous ai listé un certain nombre de couleurs que j'ai repris dans le livre de dessin de Camille Pernon et de Grand Frère, donc noisette, bois de citron, jonquille, vert émeraude, nacara, ponceau, soie nuée. Soie nuée, c'est quand il y a beaucoup de couleurs, on appelle ça soie nuée, lilas, cramoisi, tabac d'Espagne, gris de lin et bleu lapis. Donc vous voyez, autant de couleurs qui sont finalement très imagées, donc qui nous permettent déjà, 1, d'associer une couleur à quelque chose, et 2, après, de pouvoir voir qu'on était loin quand même du vert et du rouge. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reste finalement de tout ce style empire? Heureusement, il reste toutes les restaurations qui ont été faites dans les différents palais. Donc le Grand Trianon, le palais de Compiègne, qui est quand même beaucoup meublé sous le style Premier Empire, Malmaison, Fontainebleau, donc autant de châteaux où on peut voir des décors du Premier Empire. Mais sinon, en fin de compte, tout ce style empire n'a pas été très à la mode pendant très longtemps, puisqu'il avait un petit peu cette image d'administration. On voyait assez bien cette tristesse finalement d'un décor que l'on pouvait voir dans le bureau d'un préfet ou d'un maire. Et c'est vrai qu'il a du coup pas véritablement connu d'heure de gloire comme ce qu'on est content aujourd'hui de pouvoir montrer au travers des expositions comme celle des Palais disparus, parce que vraiment on arrive à mesurer la splendeur de ces tissus et de ces décors du Premier Empire qui, comme je le redis, finalement était vraiment une explosion de travail d'ensemblier dans son intégrité. Et c'est vrai que c'était assez remarquable de voir tout ce qu'on a pu imaginer pour ces décors du Premier Empire, alors que finalement, même nous, en tant qu'éditeurs de tissus, le style empire, on le représente d'une façon assez basique, avec du jaune, du bleu, du rouge, du vert. C'est un petit peu sinistre. Il nous manque justement toute cette subtilité de couleurs qui a existé et qui a malheureusement été un petit peu oubliée parce que
pas mises en avant, notamment pour tout ce qui était tous ces salons et tous ces bureaux que l'on a pu voir de l'administration. Voilà, donc c'est vrai que si on peut faire renaître tous ces décors, ce serait merveilleux, et c'est probablement à nous, éditeurs, de faire en sorte de faire connaître tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment. Bref, ce soir, vous nous avez fait une révolution. On est passé du noir et blanc à la couleur. Je dirais du style acajou au style arc-en-ciel. Je pense qu'il y a beaucoup de... Ça pépite parce que, justement, on n'a pas cette idée de la représentation de la couleur comme on imagine un peu trop facilement l'art grec ou l'art médiéval simplement blanc, alors que c'était vraiment un art de la couleur. Donc, merci beaucoup pour tous ces éléments-là. Et je passe tout de suite la parole à la salle. Y a-t-il des questions ? Quelqu'un se lance, se jette ? Bonsoir, j'avais deux questions. La première, un peu commerciale. À quel moment étaient soldées, puisque ces commandes étaient très longues, comment fonctionnaient les paiements en fait à réception, puisque c'était rendu longtemps après. Et puis la deuxième, si par rapport quel est le pourcentage des dessins par rapport que vous conservez encore par rapport aux échantillons en textile qui existent encore. C'est-à-dire quel est le pourcentage de dessins ? C'est-à-dire si effectivement il existe un dessin pour chaque motif que vous conservez aussi en textile chez Tassinari. Ah oui. Merci. Alors pour la deuxième question, en effet, quand je parlais des 100 000 documents, on doit avoir environ 15 000 dessins différents, souvent déclinés dans plusieurs variantes de couleurs ou aussi plusieurs variantes de qualité, parce qu'on peut retrouver le même dessin tissé une fois en damas, tissé une fois en brocatelle, tissé une fois en lampa. Donc c'est vrai qu'on peut l'interpréter. Tout ça, ce sont des qualités de tissage qui sont issues de croisements de fils différents. Mais donc les dessins, on doit pouvoir en dénombrer à peu près 15 000, plus ou moins simples, plus ou moins aboutis. Mais en tout cas, ce qui était très intéressant dans ces exemples que j'ai montrés, c'est de voir justement la richesse des colorations. J'ai même un échantillon que je n'ai pas photographié parce qu'il ne rentrait pas dans le cadre de cette présentation que j'avais faite. Mais quand on lance des essais de nouveaux motifs, on fait ce qu'on appelle des bandes tableaux, c'est-à-dire que dans le métier, vous avez des fils de chaîne qui rentrent. Plutôt que d'avoir toute la chaîne en une seule couleur, on va faire des bandes de couleurs. Alors, on va faire une bande rouge, une bande jaune, une bande verte, une bande bleue, une bande violette. Et puis après, on va passer des fils en trames de couleurs différentes. Et du coup, plus vous passez de trames différentes, plus vous multipliez le rendu final. Et j'ai un échantillon comme ça de Camille Pernon. Donc, c'est assez amusant. Alors, lui, il avait tout monté sur une chaîne jaune, mais en fin de compte, le dessin apparaissait une fois en vert, une fois en bleu, une fois en ponceau, une fois... C'est très amusant parce que du coup, la lecture est complètement différente. Alors peut-être justement... Pour répondre à la première question sur le règlement des oui. commandes, Carole a parlé des soumissions qui sont conclues entre le garde-meuble impérial. Alors je parle pour le commanditaire et la maison de l'empereur. Donc il y a la soumission est passée entre le garde-meuble impérial et le fabricant, donc la manufacture. Aujourd'hui, on parlerait finalement d'un marché avec un cahier des charges passé entre le fournisseur et le commanditaire. Et dans cette soumission, il est indiqué tout le détail du tissage, donc le type la qualité de la soie employée pour la chaîne et pour la trame, s'il y a des fils d'or, quel type de fils d'or, si c'est des filets, des frisés, etc. Il est indiqué le type de teinte également. Il y a également une description du dessin, parfois lorsqu'on le sait, à chaque fois on a l'armure qui est décrite avec le type de découpure, enfin toute une série d'indications techniques qui est donc le cahier des charges pour le fabricant.
Et ça sert de base au règlement. Donc le fabricant s'engage sur un montant qu'il négocie évidemment avec le garde-meuble. Et à la fin du tissage, lorsque le surintendant du garde-meuble, ou plutôt le magasinier gestionnaire du magasin des étoffes, reçoit la livraison, il procède d'abord à un pesage. Donc il va peser pour être sûr que ça correspond bien au poids indiqué dans la commande. Il vérifie le métrage pour être bien sûr qu'il a toutes ses longueurs de lait d'étoffe, de bordure, de siège, et il vérifie que le dessin correspond bien à ce qui a été demandé, que la qualité de la teinture a bien été vérifiée par Rohar au préalable lorsqu'on est après 1810, et à ce moment-là, il dit au trésorier qu'il peut régler la facture. Et parfois, c'est très intéressant, dans les archives, on a toute une série de négociations, puisqu'il y a des petits malins qui livrent plus que ce qui était commandé, donc qui demandent plus. Et puis là, le garde-meuble répond: ah bah non, dans la soumission, il y avait ça, vous avez livré plus, bah tant pis pour vous, vous aurez ça. Vous aurez le prix convenu dès le départ. Donc il y a toute une série d'échanges qui correspondent à ce que l'on fait aujourd'hui lorsqu'on est livré d'un travail. On vérifie le travail fini, et puis on facture ou pas, plus ou moins en fonction, enfin généralement moins d'ailleurs, en fonction de la qualité du produit fini. Et parfois on ne facture pas du tout d'ailleurs, et c'est ce qu'évoquait Carole tout à l'heure sur la succession Pernon, avec des commandes qui sont restées sans paiement. Qui ont fini par être payées. Et qui ont fini par être payées un peu plus tard. Je ne crois pas qu'il y ait eu de commandes sous le Premier Empire sans le garde-meuble. Il n'y a pas eu de commande privée? Ah si, privée oui, mais pas de Napoléon. Non. Sous le Second Empire, en revanche, Napoléon III et Eugénie passent souvent des commandes avec leur denier personnel, ce qui n'était pas le cas sous le Premier Empire. Vous avez dit tout à l'heure, il me semble, que c'était pas la peine de réinventer, à propos du gros bleu, de réinventer les couleurs, mais puisqu'on pouvait les copier. Qu'est-ce que vous entendez plus précisément par les copier? Parce que ces couleurs avaient été faites avant 1807, à partir c'était des couleurs naturelles, et bien maintenant sûr. vous ne faites plus les couleurs naturelles. Alors comment pouvez-vous refaire les mêmes couleurs si c'est à partir en effet, vous avez parfaitement raison. Quand je dis copier, on copie le résultat de la couleur. Oui. On ne copie pas la façon dont la teinture a été réalisée. Parce qu'en effet, toutes ces commandes dont on a parlé sont des commandes qui sont faites avec des pigments naturels, alors qu'aujourd'hui, tout est complètement chimique. Mais on a eu le même cas toujours pour Beauharnais avec le fameux coloris amarante. Oui. Ce coloris amarante, il apparaît 3 ou 4 fois dans le livre de Pernon et de Grand Frère. Donc quand on ressort les échantillons de ce coloris amarante, on voit d'ailleurs qu'il y a une certaine conformité dans cette valeur. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait presque envie de mettre un ton Pantone face à côté, si vous voulez, de ces teintes qui étaient très précises, très très précises. Le gros bleu, il est très précis. Il apparaît 2-3 fois dans les descriptifs de Pernon et de Grand Frère. C'est toujours la même couleur. Donc je pense qu'il y avait une formule qui avait été établie avec les teinturiers qui faisait que ce gros bleu-là, on savait exactement comment on le réalisait, avec une durée de plonge dans des bains de teinture de X minutes, heures ou je ne sais quoi, pour avoir exactement des intensités différentes. Mais il est certain que nous ne faisons que copier l'intensité de la couleur. On ne copie pas. Alors on a tissé l'année dernière pour une cliente japonaise. On lui a fait sur métier à bras un gros tour dans un coloris un peu rose qui était teint à la cochenille. Mais ça reste très, ça reste très emblématique quand même. Et justement, à partir de ces commandes privées que vous avez aussi, je suppose actuellement, vous n'avez pas que des commandes publiques, je voulais savoir si les commandes publiques. Oui, c'est-à-dire pour les... pardon. Oui, d'accord. Avec le masque, on en pense. Je pense que vous avez quelques commandes privées, et je voulais savoir si le style Empire était apprécié dans ces commandes privées. Alors oui,
Alors c'est amusant d'ailleurs parce que le style empire. Alors je vous donne des exemples, notamment pour la Russie, pour les États-Unis, par exemple, si on va un petit peu plus loin. Les commandes privées que nous avons en France de style empire, ça va vraiment être des reproductions de ces dessins-là qui sont bien connus et qui sont tellement riches, tellement beaux que voilà, c'est pour mettre sur du très beau mobilier et du coup, ça mérite, si vous voulez, qu'on fasse un tissage de ce genre de signature. Après, pour une clientèle étrangère qui n'a pas forcément ni l'éducation, ni le mobilier véritablement précis, là, on va faire des extrapolations, c'est-à-dire qu'on peut faire cette fameuse petite bordure montante à feuilles de laurier, on l'a faite pour une clientèle étrangère sur fond noir avec des trames gris-argent, par exemple. On a fait aussi des orangés. Donc on peut faire des colorations complètement improbables. Voilà, c'est des mariages qui nous sont demandés, ou des tons sur tons aussi. Alors quand vous faites un décor de cette richesse au niveau du dessin avec un ton sur ton, ça vous apporte une modernité qui est assez inattendue aussi. Donc tous ces décors-là sont assez intéressants à conjuguer différemment. À chaque fois que vous le conjuguez différemment, vous avez une lecture différente. Oui, ça devient des créations. Voilà, ça devient des créations, exactement. Tout comme si vous prenez un damas et que finalement vous le tissez dans une qualité de brocatelle. La brocatelle, c'est une qualité où on met en trame un fil de lin qui apporte beaucoup de gonflant. Là, vous avez du coup un relief qui est assez étonnant et qui lui aussi apporte beaucoup de modernité. Merci. Et c'est vrai que j'ai parlé récemment du fonds d'archives de cette manufacture pour savoir si c'était une collection ou si c'était un outil commercial. Et en fin de compte, c'est les deux. Ces collections par rapport justement aux éléments eux-mêmes, parce que c'est vraiment des éléments uniques, mais c'est aussi un outil commercial parce que nous avons besoin de ça pour créer des nouvelles choses, pour reproduire des nouveaux décors, des nouveaux tissus, des nouveaux ensembles que l'on propose à une clientèle privée ou publique. Merci à tous. En tout cas, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, un très joyeux Noël, et on se retrouve au mois de janvier pour finir cette première saison des Rencontres des Gobelins. Merci à tous et très bonne soirée.